La France doit renoncer à reconnaître un État palestinien le 18 juin prochain. Communiqué hier du Conseil représentatif des institutions juives de France, alors qu'il y a 2 mois, en effet, le président de la République, Emmanuel Macron, annonçait envisager de reconnaître cet État palestinien à l'occasion de ce sommet franco-arabe dans quelques jours à Paris. Jonathan Arfi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Jonathan, vous êtes président du CRIF, merci d'être avec nous. Pourquoi ce communiqué maintenant, justement ? Bien, ce communiqué maintenant parce que il y a 2 mois, lorsque le président de la République avait annoncé vouloir reconnaître un État palestinien dans le cadre d'une conférence multilatérale où il espérait la reconnaissance d'Israël par des États arabes, notamment l'Arabie Saoudite. Il espérait que d'ici là, il y aurait eu la libération des otages et la reddition du Hamas. Eh bien, il nous paraît important maintenant de dire que ces conditions n'ont pas été réunies, n'ont pas pu se réaliser malheureusement, et que dans ces conditions, il nous semble-t-il tout à fait inopportun de reconnaître un État palestinien. D'abord, ça ne respecterait pas les conditions que le président de la République a énoncées lui-même. Et puis ensuite, eh bien, je crois que ce serait une faute politique, morale, mais aussi une erreur diplomatique, parce que effectivement, on accorderait en début de négociation aux Palestiniens ce qu'ils sont censés obtenir à la fin. Et puis bien sûr, il y a les conditions morales, on va en parler par rapport au 7 octobre. Alors justement, les conditions morales dans ce communiqué, vous exprimez une inquiétude forte, légitime. Reconnaître un État palestinien reviendrait selon vous à récompenser la terreur. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que aujourd'hui, le Hamas est encore en place. Il y a toujours, on le sait, 56 otages retenus à Gaza. Et que s'il y avait la reconnaissance d'un État palestinien dans cette séquence, qu'est-ce que cela signifierait pour le Hamas ? Eh bien, ce serait brandi comme un trophée, comme une victoire pour sa stratégie terroriste. Ce serait d'une certaine manière venir reconnaître que le 7 octobre a apporté quelque chose aux Palestiniens. Offrir cette victoire symbolique au Hamas, c'est affaiblir les Palestiniens de manière générale. Je parle des populations civiles parce que c'est les enfermer encore plus entre les griffes du Hamas. Et puis, c'est affaiblir le camp de la paix de manière générale parce que, évidemment, cela affaiblira tous ceux qui considèrent que le Hamas doit être exilé hors de la bande de Gaza et qu'il doit y avoir une reddition de ce régime terroriste. Donc on est dans une portée symbolique, morale, mais qui a des conséquences politiques immédiates. Et le sens de notre communiqué, c'est de rappeler que la France s'inscrit dans un cadre collectif, celui des pays occidentaux qui se sont mobilisés, qui ont échangé autour d'elle, je pense au Royaume-Uni, au Canada. Je souhaite que la France, qui a pris la tête de cette coalition pour essayer de les embarquer dans la reconnaissance d'un État palestinien, disent aujourd'hui clairement que les conditions ne sont pas réunies et qu'il faut renoncer à cette reconnaissance maintenant, parce qu'aujourd'hui, on le voit, le Hamas est toujours en place et continue à détenir des otages. Mais est-ce que vous pensez quand même qu'il soit possible, malgré tout, malgré ce que vous dites, de soutenir une voie politique palestinienne modérée sans pour autant valider la violence du Hamas ? Comment relancer aussi cette dynamique ? On sait que les négociations aujourd'hui sont au point mort, mais en France, c'est vrai, on a le sentiment qu'on soutient quand même cette solution à 2 États. Est-ce qu'on peut quand même envisager quelque chose de positif, de possible avec les Palestiniens ? D'abord, c'est pas que c'est possible, c'est qu'il faut le faire. Il faut que, à terme, le temps de la paix, le temps des négociations revienne. Et j'en suis convaincu, il reviendra. Notre tradition nous dit qu'il y a un temps pour tout. Et je sais que le temps de ces discussions entre Israéliens et Palestiniens reviendra. Notre responsabilité, c'est de faire qu'ils reviennent le plus vite possible, mais qu'ils reviennent pour pouvoir réussir. Et pour pouvoir réussir, il faut que les choses soient faites dans l'ordre. Il faut qu'il y ait d'abord fermeture malheureusement, de la séquence tragique du 7 octobre. Tant que nous sommes dans cette séquence-là, tant qu'il y a des otages, eh bien, ce processus-là échouera. Il faut qu'il y ait une clôture de ce moment-là, de cette guerre du 7 octobre, pour pouvoir demain relancer un processus de discussion. Le CRIF, et je crois l'essentiel des Français juifs, ont toujours soutenu tous les processus de paix à partir du moment où les partis étaient engagés dans ces discussions-là. Ce qui me gêne aussi dans la démarche menée par la France ces dernières semaines, c'est que c'est un processus qui se veut être un processus de paix, mais qui exclut l'une des parties, Israël, des discussions. Envisage-t-on sur l'Ukraine et la Russie que l'Ukraine puisse ne pas être autour de la table des négociations ? La position française était contraire, elle visait à dire que précisément l'Ukraine devait être à la table des négociations. Je crois que ça doit être pareil pour Israël au Proche-Orient. Vous écrivez dans ce même communiqué, par ailleurs, Jonathan, plus largement, cet épisode diplomatique, donc la reconnaissance par la France d'un État palestinien possiblement, amène à s'interroger. Les vieux démons de la politique arabe de la France sont-ils de retour ? Est-ce qu'ils sont de retour ? Bien d'abord, moi je précisais, et nous précisions dans ce communiqué, qu'il y a eu effectivement une forme de désillusion vis-à-vis du président de la République parce que nous avons vu qu'il a eu
des gestes forts vis-à-vis d'Israël, l'engagement des avions français pour défendre Israël face aux missiles iraniens, l'hommage national pour les victimes du 7 octobre, évidemment son engagement, y compris personnel, sur la question des otages. Donc un certain nombre de choses, son appel à une coalition internationale contre le Hamas au départ, qu'il n'a pas pu faire, mais qui ont été sa volonté, qui a été, je crois, un geste fort, qui nous amenait à espérer qu'on puisse sortir d'un vieux schéma, celui qui est une forme de sensibilité particulière de la France, spécifiquement pour le narratif arabe et palestinien au Proche-Orient. Et de voir ces dernières semaines se cristalliser à ce point-là cette tension entre la France et Israël, de voir qu'il y a non pas seulement une émotion, mais aussi parfois une obsession vis-à-vis d'Israël et de ce qui se passe à Gaza, eh bien je crois que nous avons la responsabilité de dire que la France se perd quand elle fait ces choix diplomatiques-là. Ce n'est pas l'intérêt de notre pays. Notre pays a intérêt à accompagner, je dirais avec pragmatisme, le Proche-Orient et à exercer des pressions sur les deux parties. Oui. Quand on donne le sentiment qu'on exerce des pressions que sur Israël, je crois que la France est dans une position qui est déséquilibrée profondément. Alors c'est vrai, vous parlez de tension. Le président de la République, Emmanuel Macron, qui n'a pas eu des mots très tendres envers Israël ces dernières semaines. Le 13 mai dernier sur TF1, il a dit que ce que faisait le gouvernement israélien était inacceptable, était même une honte, laissant le soin aux historiens, je cite toujours, de qualifier ou non de génocide le sort des Palestiniens à Gaza. On a eu ensuite la réponse de Benyamin Netanyahou qui a dit vous êtes du mauvais côté de l'histoire, du mauvais côté de l'humanité. Vous sentez quand même que la relation entre la France et Israël s'effrite peut-être, se tend vraiment au point peut-être un jour de se rompre? Se rompre, non, et je ne le crois pas, et évidemment je ne l'espère pas, et nous aurons la responsabilité de tout faire pour que ce ne soit pas le cas. En revanche, il y a des tensions certaines. Il y a des tensions certaines d'abord visiblement entre les deux dirigeants, et mon regret, c'est que des désaccords, des tensions personnelles, des tensions entre dirigeants entachent à ce point-là la relation entre les deux pays. Mais je m'inquiète plus largement de voir que en France, on peut avoir la tentation d'être plus dur avec Israël qu'on ne l'est avec nos autres partenaires démocratiques. Quand nous avons eu des désaccords avec les États-Unis sur la conduite de la guerre en Irak ou sur la conduite de la guerre en Afghanistan, qui sont somme toute des désaccords la même nature que ceux que la France peut avoir aujourd'hui avec Israël. Ce n'est pas mon opinion, c'est celle que effectivement développe la position française. Eh bien, on n'a pas eu ce niveau de tension dans la relation avec les États-Unis. On n'a pas à ce point-là menacé de sanctions ou autres. Je regrette par ailleurs que le narratif autour des sanctions européennes, par exemple, soit, j'allais dire, moralement perverti. Lorsqu'on annonce le même jour qu'on envisage de réétudier l'accord d'association entre l'Europe et Israël, et de l'autre côté, qu'on va lever les sanctions contre la Syrie, je crois que l'Europe perd la tête. On a la responsabilité quand même de rappeler qu'entre pays démocratiques, entre pays alliés, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des discussions rugueuses, et j'accepte que les points de vue puissent être différents, mais on se doit un minimum de respect, je crois. Vous évoquez justement l'Europe. On va parler d'Emmanuel Macron. Toujours une réaction peut-être aussi, Jonathan, après ce match du PSG en Ligue des Champions la semaine dernière, alors qu'un rapport sur l'entrisme des frères musulmans a été publié en France. On a entendu l'enthousiasme d'Emmanuel Macron auprès notamment du patron qatari du PSG. Alors est-ce qu'on peut lutter contre les frères musulmans tout en copinant avec le Qatar ? Le Qatar pose un vrai problème à la société française aujourd'hui, parce que on parle du PSG. Je voudrais vous parler d'Al Jazeera et d'Agi+. Al Jazeera, donc c'est la chaîne d'information internationale du Qatar, qui émet notamment en arabe, mais aussi en anglais auprès de populations dans le monde entier, avec un discours qui est un discours intégriste et qui est un discours hostile aux Juifs, très clairement. Et puis ils ont une déclinaison sur les réseaux sociaux qui s'appelle Agi+, qui se cache derrière un discours progressiste, moderne, jeune, ouvert, pour porter des idées qui sont des idées là aussi très hostiles aux Juifs, mais aussi très hostiles à notre modèle républicain, laïque, et qui soufflent sur le communautarisme et la division de la société française. Et donc, laisser faire le Qatar avec naïveté, avec une forme d'angélisme, je crois que c'est dangereux. Nous avons la responsabilité, nous, Français juifs, peut-être parce que nous sommes plus sensibles que les autres, nous voyons le problème avant les autres sur cette question-là, de le dire haut et fort. J'ai déjà eu l'occasion l'an dernier de réclamer l'interdiction de la diffusion de la chaîne Al Jazeera publiquement. Je le referai régulièrement. On a fermé la chaîne Russia Today RT à l'occasion de la guerre en Ukraine
compte tenu que c'était vraiment de la propagande russe auprès de la population française, je crois qu'on a la responsabilité de veiller aussi aux chaînes du monde arabo-musulman et en particulier celle du Qatar. Alors les attaques antisémites, justement l'antisémitisme, on en parle récemment, plusieurs sites, plusieurs établissements juifs aspergés de peinture verte, notamment sur le mémorial de la Shoah. 3 personnes de nationalité serbe ont été placées en garde à vue. Alors apparemment ce serait une attaque commanditée peut-être de l'étranger. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Jonathan ? D'abord que effectivement le mode opératoire laissait penser que ça pouvait être quelque chose de différent de l'antisémitisme que nous connaissons malheureusement depuis le 7 octobre, qui joue beaucoup sur l'identification à la cause palestinienne. Donc là, on est visiblement sur autre chose. Il n'empêche que d'abord, ces images blessent de la même manière, que ces jets de peinture stigmatisent les Français juifs, malheureusement de la même manière, et que, au fond, nous devons traiter ces actes-là comme le reste de l'antisémitisme. Et puis, sur le fond, qu'est-ce que ça dit ? Quand un État étranger choisit d'appuyer pour faire mal en France sur un sujet, c'est qu'il considère que c'est un sujet qui précisément a de l'écho dans la société française, est crédible et audible. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il considère que la question de l'antisémitisme est un des points faibles de la société française et que c'est le bon endroit où appuyer pour déstabiliser la France. Ça en dit long sur la question dans le pays. Je voulais vous faire réagir pour terminer aussi, Jonathan, à cet ouvrage qui vient de sortir, La fin des Juifs de France, point d'interrogation aux éditions Le Cherche Midi, de Dov Maimon, chercheur au Jewish People Policy Institute, et Didier Long, ancien moine bénédictin. Nous croyons fermement que les Juifs de France devront à un moment partir et nous leur demandons ici même de s'y préparer. C'est la conclusion justement du livre de Dov Maimon. Alors votre réaction ? Ma réaction, c'est que bien malin celui qui sait ce qui se passera pour les Juifs de France. Les Juifs de France ont toujours eu la combativité pour que ce soit eux qui bâtissent leur destin. Et ma responsabilité de dirigeant d'institution juive, c'est de dire que nous avons une responsabilité, c'est celle d'avoir les yeux ouverts face aux menaces et aux dangers qui sont aujourd'hui en France, mais nous avons aussi celle de nous mobiliser dans un combat. Et donc, je ne souhaite pas que des discours de ce type-là soient posés comme les discours dominants, ça n'est pas vrai. On pourrait aussi parler d'une forme d'éternité des Français juifs, quand on voit notre capacité à résister malgré tout à la vague d'antisémitisme. Je me dis qu'il y a quelque chose de puissant dans la communauté juive de France et qu'on peut aussi en être fier et se battre pour cela. Eh bien, merci beaucoup, Jonathan Arfi, président du CRIF. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, d'avoir réagi à tous ces sujets d'actualité. Je vous dis à très bientôt. Merci.